Bonjour à tous. Le pacte de soins passé entre le médecin et le malade comporte l'idée que le patient lui-même prenne une part active à la guérison. Ce pacte instaure ainsi un rapport dans lequel le soignant traite le soigné en sujet, co-auteur de la démarche thérapeutique. Depuis quelques années, une telle préoccupation a donné lieu dans le monde du soin et dans le champ médico-social à diverses réflexions s'attachant à situer les pratiques des professionnels dans l'orbite d'un souci de bientraitance. Les promoteurs de la bientraitance précisent les contours de cette notion par ses affinités avec la bienveillance, l'empathie, la reconnaissance, en référence à Axel Honneth, comme avec la sollicitude, en référence cette fois à Paul Ricoeur. Et j'aimerais suggérer en quoi la pensée de Paul Ricoeur est susceptible d'approfondir et de consolider conceptuellement cette approche. À cet égard, une première remarque est pour souligner le fait que la sollicitude consiste à adopter envers l'interlocuteur une attitude tendant à surmonter une dissymétrie, celle qui découle d'une vulnérabilité, en rétablissant de l'égalité, du respect mutuel, de la réciprocité entre les protagonistes. La sollicitude opère donc dans le registre de l'horizontalité de la coopération. Or, dans le monde du soin, comme ailleurs du reste, l'action se déploie souvent dans une double dimension qui combine relation horizontale, comme on vient de le voir, mais aussi subordination verticale, c'est-à-dire hiérarchique. D'où cette autre remarque, cette fois en forme de question. Comment le soignant parviendra-t-il à traiter le patient en sujet, avec sollicitude, s'il est lui-même traité en objet par ses supérieurs ? Sous ce prisme, le management du soin doit donc s'attacher à ménager une continuité entre le soin prodigué aux malades et le soutien apporté aux professionnels dans l'exercice de leur mission, en infléchissant les relations de commandement. Ces observations conduisent à restreindre donc la pertinence de la sollicitude aux relations entre pairs et à recourir à une autre notion pour ce qui relève du second axe. Le management du soin doit tendre à un exercice du pouvoir hiérarchique qui soit compatible avec le libre consentement des professionnels sur lesquels il s'exerce. Certains développements que Ricoeur consacre à la notion d'autorité permettent, me semble-t-il, de mieux cerner les conditions de possibilité d'un tel infléchissement. La figure de l'autorité, telle qu'il l'appréhende, introduit en effet dans la posture de supériorité une dimension d'exemplarité qui répond au souci du soin parce qu'elle entraîne sans imposer. Je m'attacherai tout d'abord à rappeler brièvement qu'une telle figure s'attache chez Ricoeur à prévenir ou à désamorcer la violence permanente des postures de surplomb, celle d'un pouvoir qui s'exerce par un homme sur un autre homme, au lieu de s'exercer avec lui. Je tenterai ensuite de tracer les contours de cette autorité dont il s'agit, telle qu'il l'entend, avant de spécifier pour finir la temporalité qui lui est propre. Prévenir donc la violence du pouvoir sur, comme le spécifie Ricoeur à moult reprises, en particulier dans Soi-même comme un autre. Revenons tout d'abord sur l'extrême prudence que Ricoeur manifeste à l'égard de toute référence exclusive aux principes, aux règles, aux normes, tant dans la perspective du bien commun en général que dans la sphère du soin en particulier. C'est ainsi que, selon la première formulation de son paradoxe politique, l'entreprise d'humanisation de l'humain qui constitue l'horizon de la tâche politique s'inverse en une pure folie de la grandeur, dit-il, dès lors que les acteurs méconnaissent le fait que ce qu'ils prennent pour une vision n'est en fait qu'une visée, un espoir et non pas une certitude. Ce basculement de la rationalité en irrationalité est le fait d'une pathologie, dit-il, de la volonté qui menace en permanence les institutions du pouvoir, du savoir et du croire, par son exigence de totalisation, ainsi que Ricoeur le développe dans La liberté selon l'espérance. Comme on sait, Ricoeur exprime ce même souci par la suite à propos du tragique dans La petite éthique de Soi-même comme un autre. Il met au jour une autre source de violence que celle que peuvent engendrer les passions, à savoir la raison elle-même. Antigone et Créon seraient prêts à tuer ou à périr au nom des grandeurs dont ils se réclament.
La sagesse pratique que préconise Ricoeur consisterait pour eux à reconnaître au contraire l'inessentialité de leur but et à entrevoir l'issue créative d'un compromis entre eux. Cette mise en garde procède chez Ricoeur d'un projet fort ancien. Il l'énonce par exemple dès Histoire et vérité dans un texte qui remonte à 60 d'une formule lapidaire, je cite, « Toute éthique de la contrainte engendre la mauvaise foi et l'imposture. » L'application mécanique de la règle, autrement dit, qui n'entend pas s'en justifier, révèle en lui l'imposteur, tandis que ce qui s'y soumet ne peut le faire alors que sans y croire lui-même. Mauvaise foi. Un tel risque n'est pas absent, pour finir, de la sphère du soin elle-même. Dans un texte beaucoup plus tardif, qui s'appelle « La différence entre le normal et le pathologique comme source de respect », Ricoeur critique le subtil déplacement qui érige la santé en une notion qu'il qualifie d'insolente. Dans l'imaginaire social de nos sociétés, la norme, au sens de la moyenne, tend, dit-il, à devenir la norme au sens d'idéal. L'insolence tient au fait qu'une telle conception tente à se glorifier de sa bonne santé, entre guillemets, et du sentiment de puissance qu'elle procure pour agir. Ricoeur dénonce le fait que dans une société individualiste qui porte au pinacle la capacité de gestion propre de son mode de vie, est tenue pour handicap toute incapacité à se soustraire à un rapport de tutelle. La santé est ainsi normée socialement. Elle s'égalise à la capacité de vivre comme les autres. Au lieu de désigner le fait de tolérer des variations des normes, que seule leur stabilité fait confondre avec des normes définitives, la santé est ainsi comprise dans une sorte, dit-il, de gloriole d'être, selon ses propres mots. De cette illusion résulte une dépréciation univoque du pathologique, stigmate social, qui n'a pas de modèle biologique défini, mais socialement un modèle fort pertinent. La maladie devient alors ce que la société voudrait ignorer, cacher, éliminer, parce qu'elle constitue un rappel inquiétant de la fragilité, de la précarité, de la mortalité. Il n'y a alors qu'un pas à franchir pour qu'une telle conception s'étende au corps médical lui-même, aux soignants, aux institutions du soin et à leur mode de management. Une notion étroite de la norme transforme ainsi les patients en déviants, en lesquels il devient difficile de reconnaître des sujets appelés à devenir co-auteurs de leur guérison. Il est alors plus tentant de guider l'approche thérapeutique sous l'éclairage de données statistiques et plus généralement de, comme on dit, gouverner par les normes toute la sphère de santé. La gloriole d'être bien portant n'a plus alors qu'à se prolonger dans celle des soignants sous la forme d'un pouvoir médical cédant à la folie de la grandeur à son tour, dans la lutte contre la maladie au lieu de miser sur les ressources d'autonomie du malade. À ces dérives, on peut opposer la nécessité que s'établisse tant entre patients et soignants que dans les rapports de management du soin une relation de confiance qui puisse se proposer et se reconnaître. Telle est la relation d'autorité que nous allons envisager maintenant. Elle pratique un usage des savoirs et des règles qui les applique non pas sur, mais avec, non pas contre, mais pour, portée qu'elle est par une espérance ravivée par la gratitude d'exister. Si les lueurs qui en émanent peuvent susciter l'éveil chez l'autre, c'est qu'elles se situent sur le seuil des recommencements et qu'elles en appellent à son sens du possible. Voyons voir cette figure de l'autorité à présent. Dans un texte de 67, intitulé « Autonomie et obéissance », qui malheureusement n'a jamais été republié depuis, Paul Ricoeur vient éclairer la dynamique qui opère dans toutes les situations d'autorité. Une bonne part, dit-il, de la pensée occidentale consiste à opposer autonomie et obéissance, et réciproquement. Si nous obéissons, c'est que nous ne sommes pas assez autonomes. Et si nous sommes autonomes, cela nous incite à nous émanciper et nous dissuade d'obéir. Or, dit-il, il est des situations dans lesquelles autonomie et obéissance vont de pair. Ainsi, par exemple, lorsque nous sommes captivés par un roman, quand nous nous laissons convaincre par un raisonnement, nous n'avons de cesse alors de suivre le narrateur, l'interlocuteur. Nous lui obéissons en toute autonomie. Ce qui nous rend captifs dans l'écoute, c'est d'abord de croire en, plutôt que de croire que. Peut surgir ainsi un événement de parole que Ricoeur désigne comme, entre guillemets, rassembleur de sens, qui suscite une obéissance intelligente en s'adressant à l'autonomie de l'intelligence. Cette parole est donc ce qui rassemble des significations, mais aussi des protagonistes.
Ricoeur conclut ce texte, qu'on ne peut ici que survoler, avec le constat qu'il en est ainsi toutes les fois que nous comprenons quelque chose de neuf. C'est ainsi que les véritables décisions relèvent, dit-il, plutôt de l'obéissance que de la volonté. Saisie à sa racine, cette perspective peut s'adosser à l'idée spinoziste qu'en de telles circonstances, nous éprouvons le plaisir de croître, de devenir, de grandir. C'est ce qui se passe entre le sage et le disciple, entre le pédagogue et l'élève, entre parents et enfants, voire entre managers et collaborateurs. L'autonomie est donc bien ici la condition de l'obéissance et non l'inverse, puisque l'on obéit à ce qui permet de progresser en autonomie. Ce qui se transmet alors est le fruit de l'expérience, de la pratique, d'enseignements reçus de tel ou tel. Des perspectives se proposent sans imposer, comme autant de promesses de succès. C'est le premier aspect de ce qui fait l'exemplarité de l'autorité. Le second tient à une posture, à une manière qui induit une certaine qualité de relation. Émane de la figure d'autorité un don généreux qui procède lui-même, en son fond, de la gratitude envers ce que la vie nous a prodigué et, en définitive, pour ce qu'on peut éprouver pour le temps lui-même qui nous est donné à vivre. On reconnaît ici la thématique de la dette sans faute que Ricoeur déploiera par la suite. La vie que nous avons reçue en naissant constitue une dette qui ne peut être remboursée. Reconnaissante, la figure de l'autorité la reverse sur autrui en un don généreux qui s'attache à prolonger l'élan de vie, communiquant l'idée qu'à son tour, au plein sens du terme, l'autre promet, il est porteur d'avenir. L'autorité se caractérise ainsi par une humeur qui dispose à transmettre et à recevoir en confiance. Elle ne tend pas à inculquer mécaniquement un contenu à un interlocuteur passif, mais à éveiller chez lui une énergie à partir d'une libre réceptivité. Or, il est tentant de nier ou de refuser ce qui est donné afin de ne pas se sentir obligé de rendre. La réplique du rapport d'autorité consiste ainsi à alléger le geste du don pour le rendre mieux acceptable. Ce qui le rend possible, c'est la joie intérieure que procure la gratitude pour un don préalable, gratuit, généreux, non mérité. Professionnellement, il peut s'agir d'un certain talent, d'une vocation, d'une formation, de conseils, de la confiance qu'on nous a faite, d'une chance qu'on a saisie. C'est donc une invitation à se recevoir autrement. L'autorité inflige un double démenti aux prétentions de la volonté. D'un côté, c'est en s'effaçant qu'elle incite son vis-à-vis à la suivre. De l'autre, celui-ci s'engage non par décision, mais par obéissance. Voyons voir maintenant l'autorité sous le prisme d'un enjeu de temporalité au pluriel en fait. L'autorité opère en réarticulant passé, présent et avenir, ce qui permet de discerner en elle une temporalité spécifique. Par excellence dans le domaine du soin, discerner et décider sont des actes qui n'ont rien d'anodin. Chacun sait qu'il est facile de se tromper. Plus confusément, la prise d'initiative ne va pas sans un certain trouble lié à une sorte de défi au temps qu'est l'initiative. En outre, exercer un pouvoir sur un autre, en management notamment, conduit à devoir se justifier. Se pose ainsi un problème de légitimité dans le management du soin. Pour favoriser le consentement et rencontrer l'adhésion, on sait que Max Weber recense 3 sources de légitimité du pouvoir en politique. Il n'est pas inutile de les rappeler pour marquer par contraste ce qui ferait, me semble-t-il, la spécificité du rapport d'autorité appréhendé à partir de Ricoeur. La première de ces 3 légitimités qu'avance Max Weber, c'est la légitimité dite traditionnelle, qui fait référence aux fondements et aux récits de fondation, comme à ce qui se serait toujours fait. On sait que ce type de justification passe mal aujourd'hui parce que l'expérience de ce qui s'est soi-disant toujours fait nous semble obsolète, telle l'expression d'un passé dépassé. C'est pourtant méconnaître que la signification de cet héritage n'est pas donnée une fois pour toutes. Car si le passé en soi est irréversible, son sens pour nous n'est pas figé. Il dépend du regard qu'on porte sur lui depuis le présent. La figure de l'autorité, sous le prisme de Ricoeur, quant à elle, en réinterprète le sens en fonction de ce qu'elle est elle-même devenue à son bénéfice et de la portée possible pour l'interlocuteur qui lui fait face, le tout à partir du contexte de la situation présente.
La deuxième légitimité, dite rationnelle, chez Max Weber, se prévaut pour sa part d'un savoir à appliquer. Une rationalité se tourne vers l'avenir, cette fois, en se justifiant par le progrès qu'elle permettra d'apporter. La confiance en le progrès P majuscule, comme on sait, nous étant devenue assez problématique aujourd'hui, elle tente à se réduire à la référence à des normes, à des règles, à des procédures. Une logique homéostasique se substitue ainsi à la perspective d'un projet. Mais en allégeant son geste, la figure d'autorité ne prétend pas quant à elle délivrer un savoir. Elle se contente d'éveiller une curiosité pour l'avenir à partir des promesses qui sommeillent dans l'expérience passée, en misant sur l'autonomie du destinataire. En ce sens, c'est davantage une histoire qu'elle propose qu'une science qu'elle transmet. Enfin, la légitimité charismatique, pour finir, est à minima, dira-t-on, celle d'un pouvoir qui s'exerce en se montrant et en s'affirmant. La figure d'autorité s'attache au contraire, quant à elle, à s'effacer. Ce n'est pas elle qui importe, c'est la visée qu'elle suggère. Elle ne cherche pas à se glorifier. Elle a en tête tous ceux dont elle a reçu et celui ou celle à qui elle peut en faire bénéficier aujourd'hui. Comme le pouvoir charismatique, elle se situe effectivement dans le présent. Mais ce n'est pas en cherchant à ravir son interlocuteur lui-même. Ce qui fait alors événement n'est pas la magie ensorcelante du charisme, mais un don léger. La figure d'autorité s'en tient à suggérer à l'autre une manière possible de grandir par élargissement et par approfondissement de sa propre compréhension de soi. L'autorité apparaît ainsi de deux manières comme une figure du don, qu'il s'agit de donner ou de recevoir. D'une part, elle singularise la relation en relativisant le simple exercice d'un métier pour s'exposer en personne à son interlocuteur. D'autre part, en sortant de la simple routine, c'est le temps lui-même qu'elle singularise. En vivant l'échange non comme le segment d'une procédure, mais comme un moment à chaque fois unique, l'autorité se montre disposée à recevoir le temps comme un don précieux. Cela ne va pas sans mettre au jour des sentiments qui, comme tels, affectent les protagonistes et les mettent en mouvement. Cette énergie procède d'un parcours circulaire entre passé, présent et avenir. En favorisant dans le présent les conditions d'une rencontre effective, l'autorité ravive les ressources de l'expérience passée, dont le sens réinterprété suscite l'élan nécessaire pour se projeter en confiance dans l'avenir. Je me suis attaché jusqu'ici à formuler les ressorts de la posture d'autorité en des termes qui soient simultanément applicables et à la relation de soins et à la relation de management dans le contexte du soin. En ces deux domaines, il est des impulsions auxquelles, si l'intention s'allège, on peut obéir librement. Elles peuvent devenir, à ce titre, exemplaires à leur tour, en ce sens qu'elles suscitent spontanément l'adhésion des tiers. De simples exemples peuvent alors se propager, selon l'expression de Ricoeur, de proche en proche. Il en va de même que du plaisir esthétique, né d'une expérience personnelle qui donne envie à chacun d'essayer à son tour. C'est ainsi que le bouche à oreille provoque des succès que nulle critique n'avait annoncés. L'exemplarité de l'autorité dispense ainsi de recourir à la règle imposée tout en poursuivant la même visée, susciter de l'unité dans la pluralité. Le propos n'est pas d'opposer l'une et l'autre, mais de les combiner. L'autorité apparaît comme le nécessaire complément de l'exercice d'un pouvoir dont il compense la symétrie de relation par la dynamique d'un projet commun. Sur ces bases, il est loisible d'imaginer que cette forme de soin portée au management pratiqué du soin se propage à son tour à d'autres secteurs d'activité. Ce nouveau prolongement de la propagation de l'exemplarité sous l'impulsion de l'autorité nous est du reste suggéré par Ricoeur lui-même. En 1968, dans Réforme et révolution dans l'université, repris dans lecture 1, autour du politique, Ricoeur imagine que les nouveaux rapports entre professeurs et étudiants qu'il aimerait voir s'instaurer deviendront, dit-il, un ferment révolutionnaire au sein de la société globale. Ainsi, de proche en proche, le milieu universitaire contaminera le milieu industriel et, écrit-il, les nouveaux comportements à l'égard de l'autorité qu'il développera ne manqueront pas de susciter des changements comparables dans la structure de l'entreprise capitaliste. Il est remarquable que, dans ce cas aussi, cette propagation concerne moins une réforme institutionnelle que précisément le rapport à l'autorité. Certes, une telle perspective ne s'est pas concrétisée, du moins pas encore,
mais ce n'est pas une raison suffisante pour exclure qu'il puisse en être autrement aujourd'hui, à la faveur de nouvelles pratiques managériales qui seraient fait jour, cette fois, dans la sphère du soin. Je vous remercie.